les mots qu'on utilise tous les jours, les catégories qu'on utilise pour nous représenter le monde, qu'il s'agisse d'ailleurs du monde naturel ou du monde social, là on est en sciences sociales, donc plutôt le monde social, ont toujours une double fonction à laquelle il faut être attentif, une fonction descriptive, dire, nommer, désigner, agir sur les choses, mais aussi normative, c'est-à-dire porteur de valeurs, porteur de point de vue, porteur d'orientation en vue de l'action. RPS, oui, oh, ça me donne pas envie, qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle maladie, c'est cela, une nouvelle maladie sexuellement transmissible? Dans les espaces professionnels, dans l'espace public, on ne parlait pas de risque psychosocial, vous vous en souvenez, hein. On parlait plutôt soit de souffrance, soit de stress. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On dit que c'est la maladie du siècle, c'est le stress qui nous accompagne dans tous les instants de notre vie quotidienne. Un vrai problème de société également, véritablement, il s'agit du stress des Français dans leur travail. Difficile à évaluer de manière statistique, on pense tout de même que 3 Français sur 5 souffriraient de cette maladie des temps modernes. Le stress est une notion très ancienne. Je me souviens de quelqu'un de la CFDT qui disait stress, ça veut dire situation de travail énervante et supprimant le sourire. Mais c'était il y a 30 ans déjà. C'est un concept très très ancien. Au début même on disait souvent ça touche que les cadres. Voilà, il y avait un peu un mythe comme ça. En France, où 15% de la population présente des symptômes d'anxiété et 80% des cadres des troubles du sommeil, les entreprises à la ville comme à la campagne réagissent et commencent à organiser des séminaires anti-stress. Le stress, catégorie fourre-tout, mais qui ne mange pas trop de pain, hein, qui ne fait pas trop peur. D'ailleurs, on parle de stress positif, et de stress négatif. Souffrance, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus dramatisant. Le comité d'établissement de Renault organise ce soir un débat autour de la souffrance au travail, avec des témoins, des psychologues et des médecins du travail. L'item est apparu, l'item de la souffrance est apparu avec le livre de Marie-Françoise Irigoyen, qui a traduit de son point de vue les difficultés au travail par le concept de harcèlement. Mais ça, on était déjà avant 2002. Malaise au travail, merci Momo, malaise au travail, harcèlement moral. On a l'impression qu'on découvre ça aujourd'hui. Je crois que ça a toujours existé, ça c'est certain, ça a toujours existé, mais les méthodes de management actuelles font que ça se diffuse et que c'est utilisé parfois de façon assez systématique. Ici, à l'IRT, on a vu émerger cette thématique il y a maintenant une douzaine d'années, sur des premiers stages centrés sur le harcèlement. Et tout le monde était harcelé, on venait nous voir parce que dans les organisations ça se passait mal et que le harcèlement était un thème pratique pour se plaindre du fait que l'organisation vous traitait mal. Ça oriente vers l'idée de victime de souffrance, victime de maltraitance, avec des coupables et des victimes. Donc ça, c'était massivement rejeté, disons, du côté de l'acteur employeur, et pas mal porté par une partie du syndicalisme et un courant de recherche, la psychodynamique du travail de Christophe Dejour, qui a théorisé plaisir et souffrance dans le travail. Si, à partir de l'expérience du réel et de la souffrance au travail, je trouve en moi, peut-être dans les autres aussi, on va le voir après, les ressources pour inventer les solutions qui me permettent de surmonter ce rapport au réel, il est bien évident que la souffrance alors se transforme en plaisir. 2002, c'est une année importante parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. C'est la première fois que sous le visage de la loi du harcèlement moral, on juridicise une forme de stress, une forme de malaise au travail, une forme de risque psychosocial. Bon, on n'a pas encore le mot vraiment. On a une évolution aussi importante dans la réglementation à la faveur de la loi de modernisation sociale avec le terme santé mentale, qui va arriver aussi dans le code du travail, donc qui va être un point d'appui très important sur la question des risques psychosociaux. Mettant l'accent sur le harcèlement moral, on levait d'autres souffrances au travail qui n'étaient pas dans le cadre de la loi. Alors d'ailleurs, ça a permis de parler progressivement du stress. On en parlait un peu, mais de façon assez banalisée. L'arrivée de cette notion de stress dans la négociation collective. Accord européen entre les partenaires sociaux, partenaires entre guillemets, qui va être décliné en France en 2008 par un accord national interprofessionnel signé par l'ensemble des syndicats. L'accord interprofessionnel incite les employeurs à trouver des solutions si les voyants du stress sont au rouge. Aménager les horaires de travail, assouplir les objectifs ou améliorer le dialogue dans l'entreprise. C'est là on a commencé à parler dans cet accord
au niveau européen de l'organisation du travail. On est resté encore très sur l'individu et très sur l'approche individuelle, mais on a commencé à pointer du doigt les problèmes d'organisation dans les entreprises. C'est souvent dans l'urgence qu'on boucle les cas difficiles. Ouais. J'ai eu le siège au téléphone ce matin, on aurait dû le recevoir traité la semaine dernière. C'est pas vrai, je t'ai dit que c'est super urgent. T'as vu? Tu m'as dit ça pour celui-ci, alors ça va. Il faut attendre la fin des années 2009 pour que, sur la scène française, la question explose sous la forme des suicides, ce qu'on appelait les vagues de suicides dans certaines grandes entreprises, en particulier à France Télécom, mais aussi chez Renault, etc. Et un certain nombre d'initiatives politiques pour dire, bon, il faut faire quelque chose. Ils ont perdu leur fils, leur mari, leur sœur, leurs collègues. Convaincus que le suicide de leurs proches est lié au travail, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se battre devant les tribunaux. Au civil, pour obtenir réparation, et au pénal, pour sanctionner les employeurs. Leur but, multiplier les condamnations pour lutter contre le déni et lancer une réelle prise de conscience. Et là, on voit que la catégorie des risques psychosociaux va s'imposer. Elle s'est imposée en particulier dans le milieu des professionnels de la santé au travail et des acteurs de la santé au travail. C'est dans ce milieu-là qu'elle s'est imposée avant tout. Maintenant, on a une appellation qui s'appelle risques psychosociaux parce que c'est un en-tête qui parle à tout le monde, mais qui est très piégeant parce qu'on a l'impression que ce sont des problèmes psychologiques et parfois c'est encore perçu comme ça, alors que c'est des problèmes d'organisation du travail et de négociation entre les salariés et les employeurs. J'ai proposé la notion de risque socio-organisationnel au début. Évidemment, j'ai eu la communauté des psychologues qui m'est tombée dessus, à juste titre, qu'il évoquait tout à l'heure, disant mais quand même le sujet, l'individu, la psyché, l'âme, etc., ça existe. Là, tu sembles dire qu'il n'y a que du socio-organisationnel. Bon, alors j'ai un peu retiré ça des circuits, mais... On a déjà du mal à faire passer un concept qui est un petit peu connu maintenant pour essayer de travailler dessus et de faire passer la chose. Si on en met encore un second par-dessus qui risque de brouiller un peu les pistes, même si on... Voilà, je suis pas sûr que dans l'urgence ce soit tout à fait la chose. Avant les risques psychosociaux, il y avait déjà cette catégorie de risques professionnels qui existait dans le monde de la santé au travail, dans le monde des acteurs de la santé au travail. On sait ce que c'est qu'un risque professionnel de type physique, chimique, bactériologique. La loi originaire et fondatrice de notre système de santé au travail, maladies professionnelles, sécurité sociale, tout ça, c'est la loi 1898 autour des accidents du travail. Un modèle de relation travail-santé dans lequel, fondamentalement, le travail est source de risque pour la santé. Le salarié prend un risque à travailler. Le jeune mineur préfère travailler dans l'équipe de nuit. Sous la terre, d'ailleurs, il n'y a ni jour ni nuit. Quand le système de santé au travail s'est mis en place, c'est à partir d'un monde ouvrier très exposé aux accidents du travail, aux atteintes lourdes à la santé au travail. Vraiment. Il était difficile d'imaginer qu'il en soit autrement, que le lien travail-santé soit pensé autrement que comme une atteinte potentielle par le travail à la santé. Parce qu'ils veulent nous dire que c'est risqué d'aller travailler. Non mais risqué. Alors attendez, quand vous êtes des mineurs, je dis pas. Mais pour tous les autres, c'est uniquement un moyen de revendiquer. Le paradigme, le modèle fondateur du risque professionnel, c'est celui qui conçoit le travailleur comme un opérateur, fondamentalement passif, qui agit dans un environnement qui est extérieur à lui et dans lequel se situent des facteurs de risque. Parfois, tu vas dans les boîtes et les gens ils disent il y a des RPS, dites-moi où ils sont, on va les attraper. J'ai été atteint d'un RPS. Avec toi, les RPS se baladent et puis une bactérie que tu peux attraper comme ça avec ton filet à papillon. C'est difficile à localiser un RPS la nuit. Des risques psychosociaux, les phénomènes de souffrance, d'anxiété, de stress, de burn-out, d'épuisement professionnel. Je globalise tout ça, atteinte à la santé psychique, à l'équilibre psychique. Elle ne correspond à aucun tableau de maladie professionnelle. J'ai pas été reconnue comme une victime du travail. C'est bon, bah voilà, tu peux pas faire ton travail, tu es handicapé, point barre. Bon, bah voilà. Les salariés qui sont victimes, quand on leur demande de déclarer leur arrêt maladie en accident du travail, là, il n'y a plus personne n'est présent.
on assiste à, en gros, sur une décennie, à près de 16% de baisse du nombre d'accidents du travail. On s'interrogera plus tard sur la fiabilité de ces données. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des dossiers qui me paraissaient clairement établir un accident du travail en lien avec des RPS et des risques psychosociaux et l'accident n'a pas été reconnu. Et au milieu, la courbe des TMS qui est troubles musculo-squelettiques, vous voyez bien ce que c'est, enfin, en gros, c'est les problèmes articulaires et tout. On assiste à une aggravation constante des atteintes professionnelles à la santé, et là je suis sur le registre de la santé physique. Les TMS, troubles musculo-squelettiques, qui touchent en France un salarié sur 8. Une étude de la CNAM de 2008 estime que 27% des mises en invalidité, en inaptitude au travail relèvent des psychopathologies, des troubles, des atteintes à la santé. Sur la quasi-totalité des indicateurs, un certain nombre de facteurs d'exposition, tous ces facteurs, quasiment, plus ou moins, plus pour certaines professions que d'autres, sont en croissance. Plusieurs facteurs qui interagissent de manière complexe, plurifactorielle, et les effets différés dans le temps. Alors voilà deux caractéristiques de ces risques dits émergents qui sont si difficiles à faire rentrer dans le cadre institutionnel et cognitif fondateur de la santé au travail, tel que l'a expliqué Jean Rabier. On va s'arrêter ensuite sur la définition un petit peu officielle aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis 2011, puisqu'il y a un collège d'experts qui a travaillé de manière très intense pendant un an, qui a auditionné des dizaines de chercheurs et d'acteurs. Ce sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale, donc pas seulement pour la santé mentale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Une définition extrêmement large du problème, puisqu'on s'aperçoit que certes c'est la santé mentale, mais c'est pas que la santé mentale, et là on ne peut être que d'accord. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicitées en permanence, ils s'épuisent. Il y a des sécrétions d'hormones, il y a des déréglementations psychosomatiques et donc des risques de troubles cardiovasculaires, par exemple, beaucoup plus importants que chez d'autres. Donc voilà, c'est très important ce lien entre le psyché et le soma dans nos discussions. C'est rien. C'est nerveux. C'est ce type, ce Lestrade. Je l'ai sur le dos à longueur de journée. J'ai l'impression de passer un examen. Ça ne durera pas éternellement. Justement. Faudra qu'il prenne une décision. Qui ça? Il? Oh, pas Monsieur Louis, ni Monsieur Paul. Mais la direction générale à Paris. Des gens que je n'ai jamais vus. On est en train de comparer mon travail avec celui d'un autre. Ça ne m'était jamais arrivé, tu comprends? Le mot mélange, certaines personnes parlent de RPS en désignant les effets sur eux. C'est comme le mot de stress, je suis stressé. Et on sait bien qu'avec le stress, il faut distinguer les facteurs et les effets sur la personne. Et là, il faut distinguer les risques, les facteurs de risque plus psychosociaux des troubles psychosociaux. Voilà. Mais c'est ça, actuellement, le stress, le terme de stress veut dire agression. C'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est l'agression qui provoque une réaction organique à l'agression. Les agressions, elles sont énormes. On va mélanger la cause et l'effet. Et en plus, l'agression n'est agression pour quelqu'un que s'il ne peut pas contrôler cette agression, s'il peut la contrôler, soit par la fuite, soit par la lutte, de toute façon, il n'a pas de stress. Le stress, c'est l'impossibilité de contrôler son environnement et son environnement social en particulier. Selon le modèle proposé par Robert Karasek, le stress au travail peut être défini par deux variables. La première est la demande psychologique. La deuxième variable est la latitude décisionnelle. Et la troisième dimension du questionnaire de Karasek et de son modèle, c'est la dimension du soutien social fourni par les responsables hiérarchiques ou par les collègues.
hein. En violet, les taux de réponse par catégorie sociale. Hein. Donc, plus on va vers des professions qualifiées, plus on va dire son travail stressant. Ça va être notre cas, nous. On va dans les professions hautement qualifiées, à forte autonomie, on va dire mon travail est très stressant. Mais on est moins soumis aux risques psychosociaux au sens de Karasek, alors qu'on utilise souvent les mots de manière indifférente. Avec ce modèle des risques professionnels, il y a aussi le modèle de la prévention des risques professionnels qui va avec. Et ce modèle de la prévention distingue 3 types de prévention: tertiaire, secondaire, primaire. Alors c'est quoi ces types de prévention? En gros, pour parler simplement, la prévention tertiaire, il s'agit de soigner les souffrants. Est-ce que vous comprenez que finalement tout ce que vous avez vécu a fait des ravages sur votre corps? Parce que vous étiez dans une situation où vous deviez accepter des choses pour ne pas perdre votre travail. Donc réprimer votre colère, réprimer vos émotions, ne pas parler trop haut, ne pas critiquer, ne pas dire vraiment ce que vous pensiez. La prévention secondaire, c'est de fortifier les défenses de ceux qui sont encore au boulot pour leur permettre de faire face à toujours plus de facteurs de risque professionnel. Laissez aller vos bras, vos mains. Détendez tous les muscles qui soutiennent votre cage thoracique. Voilà, allez, on y va. Alors là, ça va, là. Moi, ça c'est bien, là. Ouais, je suis bien entourée. Ouais. J'ai une équipe de champions. Alors ça, c'est le mot anglais, encore une fois, de champions. Mais ce sont vraiment des champions. Parce que bon, là, on est un peu tendu sur le moment, mais ça s'est vraiment super bien passé. Et la prévention primaire, ça serait d'éradiquer les facteurs de ces risques professionnels. Et vous allez retrouver, dans l'approche des risques psychosociaux, ces 3 niveaux de prévention. Et malheureusement, l'accord va se faire très souvent sur le plus petit dénominateur commun, celui sur lequel on peut agir le plus facilement, ticket psy. Mon employeur remettait en cause mes souffrances au travail. Il disait que j'avais des problèmes psy ou des problèmes personnels et que c'était ça qui était à l'origine de mon mal et non pas le travail. Donc à force d'entendre ça, le médecin du travail m'a dit « Est-ce que vous voulez passer un bilan psychopathologique auprès d'un médecin psychiatre expert dans ce domaine ?» Donc j'ai dit que oui, puisque j'étais tout à fait transparente. Donc ce bilan de santé a fait apparaître qu'effectivement les souffrances au travail étaient liées uniquement au travail et que c'était pas lié à autre chose, quoi. Alors pour nous, il s'est posé la question de, voilà, quelle est la cible ? Prévenir les altérations de la santé des travailleurs, c'est bien beau la santé, c'est large comme débat. Quelle est la cible en termes de santé pour les services de santé au travail? Est-ce que c'est simplement l'absence de maladie? Est-ce que c'est cette notion de bien-être qui est mise en avant par l'OMS? Est-ce que c'est aussi cette notion d'efficacité sociale qui est sous-tendue par la définition de la santé mentale de l'OMS? Classiquement, dans les services, on a une approche individuelle médicale, depuis toujours, au travers des visites médicales. Qu'est-ce qu'on fait dans ces visites médicales? On écoute, on informe, on conseille, on oriente. Et cet individu avec sa santé va être confronté, va côtoyer un certain nombre de facteurs de risque. Alors on a un gros travail qui a été fait par deux rapports qui étaient missionnés par le ministère du Travail, qui font un petit peu la liste de ces facteurs de risque qui sont évaluables dans le monde du travail. Et on a un autre outil dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, qui s'appelle la fiche d'entreprise, qui permet en fait au médecin du travail de valider la vision qu'il a du niveau de risque qui existe dans une entreprise donnée. C'est un document qui est intéressant, on le verra, parce qu'en fait il est à la disposition des salariés, bien sûr, mais il est à la disposition aussi de l'inspecteur du travail, il est à la disposition du contrôleur de la CARSAT, donc c'est un document qui peut être un document aussi d'alerte. Et puis donc cette façon de synthétiser finalement nos observations, donc avec une colonne mesures de prévention existantes et une colonne mesures de prévention préconisées. Donc là on a un outil, si vous voulez, qui permet au chef d'entreprise de se situer à un moment donné de manière assez simple, même si ce n'est pas un pro de l'évaluation des risques. Alors Everest, bon, je ne sais pas si vous connaissez, en 2 mots, c'est un observatoire national qui permet en fait aux salariés, sur un échantillon relativement simple de 1 salarié sur 25, de donner en fait son avis sur ses conditions de travail, son vécu, à travers d'une grille qui est standardisée. Cette approche collective médicale va permettre à la fois de revenir vers une approche individuelle, va permettre de revenir vers une approche technique. C'est à partir de cette analyse du besoin
qu'on va effectivement écrire ce projet de service, qui va lui tracer les actions prioritaires, qui va tracer les moyens à mettre en œuvre pour les mener à bien, qui va tracer les compétences nécessaires pour pouvoir les mener à bien, qui va tracer éventuellement les indicateurs qui vont permettre de dire si effectivement ces actions produisent un plus ou un moins. Ce que je vais essayer de voir, c'est avec vous, c'est est-ce qu'il n'y a pas une évolution des missions des services de médecine du travail, santé au travail depuis 30 ans, depuis la mission de prévention, vers plutôt un pôle gestion des risques. L'idée, c'est qu'il faut expérimenter sur de nouvelles formes d'organisation du travail dans les services, où on délègue, on transfère des tâches qui étaient celles des médecins à d'autres professionnels, où on met en place des organisations de travail qui reposent moins sur le médecin et plus sur d'autres professionnels. La figure du médecin s'estompe petit à petit. Médecine du travail a déjà disparu du titre des services, mais la figure du médecin s'estompe petit à petit, et la mission qui est celle du médecin n'est plus celle du médecin, mais celle du service. Et donc, ils remplissent à la fois un rôle de médecine du travail, santé au travail classique, et un rôle d'ingénieur de sécurité, de technicien hygiène-sécurité. Beaucoup de médecins que j'ai rencontrés avaient l'impression que parce qu'il y avait ces nouveaux professionnels avec lesquels ils étaient amenés à collaborer, il y avait indirectement un plus grand contrôle de la direction sur leurs propres actions. Et ça peut poser certains problèmes à certains moments. Quelquefois, il peut y avoir une contradiction entre la gestion et l'évaluation et la prévention des risques. C'est clair que ce n'est pas le médecin du travail qui va agir pour traiter les risques psychosociaux dans toutes les entreprises. Le médecin du travail au sein du service. Le médecin du travail, il va permettre éventuellement qu'une action se déroule par l'information qu'il apporte, par le suivi qu'il met en place, et éventuellement par le passage du bébé à des organismes qui ont des pouvoirs différents. C'est le médecin qui fait le lien entre la pathologie et le travail. C'est celui qui a la connaissance du travail et qui est aussi aujourd'hui, je dirais, en mesure, au même titre que les agents de contrôle que nous sommes, que justement de faire ces analyses, de comprendre d'où vient le problème et ensuite de remonter en prévention. Alors là, je vous présente très rapidement la manière dont pensent les grandes disciplines ou certains sous-courants disciplinaires. Épidémiologie, je ne sais pas s'il y a des grands débats à l'intérieur de l'épidémiologie avec des courants très contradictoires. C'est une approche qui cherche à identifier des facteurs de risque. Les méthodes, c'est des questionnaires standardisés. On va identifier des populations surexposées ou sous-exposées à certains facteurs. Et on va, là, ça ouvre la possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'intervenir soit sur les individus, l'hygiénisme, ou intervenir sur les facteurs. C'est possible aussi de préconiser l'éradication des facteurs de risque dans l'approche épidémiologique, mais appliqué aux risques psychosociaux, c'est pas simple du tout. Je vais vous présenter aujourd'hui en fait les résultats 2008-2009 de la souffrance psychique via un réseau de surveillance des maladies à caractère professionnel en PACA. Donc une maladie à caractère professionnel, c'est une maladie qui est considérée par les médecins du travail comme imputable au travail et qui n'a pas fait l'objet d'une réparation en maladie professionnelle. Et l'objectif, c'est d'estimer la prévalence des maladies à caractère professionnel observées par les médecins du travail par sexe, âge, catégorie sociale, secteur d'activité. En 2008, 330 salariés et en 2009, 104 salariés présentaient de la souffrance psychique en maladie à caractère professionnel, soit une prévalence de 1,4%. Les femmes étaient 2 fois plus atteintes de souffrance psychique et la prévalence augmentait avec l'âge, quel qu'en soit le sexe. Les cadres sont la catégorie sociale la plus touchée, suivie des professions intermédiaires puis des employés. Le diagnostic principal, dans plus de 60% des cas, c'est la dépression. On retrouve par la suite l'anxiété et les troubles du sommeil. On est sur des pathologies diagnostiquées par des médecins du travail, plus que sur de la symptomatologie. On voit bien que les tableaux de maladies professionnelles actuellement évoluent très très peu. Alors à quoi servent, entre guillemets, cet observatoire particulier des maladies à caractère professionnel? Un des objectifs de la surveillance des maladies à caractère professionnel, c'est d'évaluer la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Donc là, je vais vous présenter ce qu'on nous a demandé de caler sur quels sont les indicateurs que nous disposons au niveau d'une région pour suivre les risques psychosociaux au niveau régional. Malheureusement, on n'a pas encore vraiment des indicateurs vraiment pertinents pour étudier ça, parce qu'il y a des études nationales en grand nombre, mais au niveau régional, on a beaucoup plus de difficultés. Donc on a une étude pour laquelle on a un effectif représentatif, c'est
le baromètre santé 2010. Il y a le Everest Sud, qui est un réseau de médecins du travail qui donnent leur avis sur la santé au travail de leurs patients. Il existe aussi des indicateurs indirects au niveau de l'entreprise. Parmi ceux-là, il y a le taux de rotation, les causes de départ, l'absentéisme, les indicateurs santé-sécurité. On sait bien qu'une entreprise qui va mal, on va avoir un nombre d'accidents qui augmente. Et le tableau de bord santé-travail. Et on a observé que 98% des médecins généralistes voyaient très souvent, des personnes qui étaient en souffrance psychique liée à leur travail. Donc ça, ce sont les sources. Quels sont les indicateurs? Alors, depuis qu'il y a eu le groupe d'expertise de Michel Pollack au niveau national et ses recommandations, on a 3 catégories. Le premier, ce sont les indicateurs qui ont un rapport avec l'environnement organisationnel et la perception qu'en ont les salariés. Les deuxièmes types d'indicateurs, ce sont des déterminants individuels des risques psychosociaux au travail. Et en troisième, c'est l'état de santé. Le groupe a préconisé d'analyser les risques psychosociaux selon 6 axes. Mais il faut voir que les souffrances au travail sont très très variées. Il n'y a pas qu'un seul type de souffrance, il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est souvent des... Voilà, donc je vais conclure un peu sur les grandes dimensions structurantes, structurelles qui participent de la montée en puissance des atteintes à la santé au travail, en repartant des 6 axes qui sont proposés par le Collège des experts: exigence du travail, autonomie, rapports sociaux, relations de travail. Vous avez déjà les 3 axes traditionnels, et avec des axes intéressants qui vont rentrer, qui sont assez peu présents aujourd'hui dans les enquêtes sur les conditions de travail: les exigences émotionnelles dans le travail, les conflits de valeurs, l'insécurité socio-économique. L'aggravation est liée incontestablement à la crise économique, à la fragilité. Les gens ont peur de perdre leur emploi. La transformation incessante des entreprises, les changements d'organisation créent aussi un sentiment d'incertitude, de non-maîtrise de son futur, qui crée de l'inquiétude chez les salariés, de l'anxiété. Le rythme de travail a très fortement augmenté, la charge de travail a augmenté, les objectifs ont augmenté, et en même temps, les moyens qui sont mis à la disposition des salariés ont diminué. Trimer le fer plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Trimer le fer plus vite nous rend plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort. Intensification, aujourd'hui, ça veut dire pression à l'accélération, mais aussi à la standardisation. C'est-à-dire que l'activité a tendance à déborder toujours au-delà de la consigne, mais la pression vise à ramener toujours à la consigne, et donc avec des formules standards du management. L'excellence, c'est le juste nécessaire. Ce qui me paraît être fondamental actuellement, dont on parle insuffisamment, c'est d'une part la financiarisation de l'économie, deuxièmement la financiarisation des entreprises. La mesure induit les comportements. Les gens se comportent comme ils sont mesurés. Dans le secteur public, on le sait bien, c'est ce qu'on appelle le NPM, New Public Management. Ces nouvelles méthodes de management, de prescription, d'évaluation qui viennent en droite ligne du secteur privé commercial. Quel service public on veut faire? On veut faire quoi? On veut faire un service public avec du personnel à statut, on veut faire un service public avec du personnel sans statut, on veut faire un service public qui est confié au privé, tout ça est possible. Il y a même des pays où il n'y a plus de fonction publique, il n'y a plus de statut, il n'y a plus rien. Bon. Un point clé, c'est la procéduration du travail, la montée des prescriptions et ce qui va de pair des évaluations quantitatives. Vous avez du management par messagerie où on livre à la vindicte populaire la liste des salariés qui n'ont pas réussi leurs objectifs. Le benchmark nous apparaît comme un instrument de compétition implacable qui nous semble responsable du malaise, de la démotivation, de l'angoisse, des dépressions, des tendances suicidaires que nous constatons chez les agents de l'entreprise. Là, voilà, c'est un premier tableau. Alors après, on va voir les psychologies. Nous, on a repéré sur le domaine qui nous intéresse au moins 3 grands courants.
la psychologie cognitive qui est dominante à l'université et dans ses usages sociaux. On a travaillé beaucoup sur le stress qui est en fait un élément d'inhibition de notre intelligence créative et innovative. Donc c'est pourquoi le comprendre le stress, d'où il vient, le pourquoi, quel est son usage et son utilité est essentiel. La psychologie cognitive est tout à fait congruente avec les notions de stress, de risque psychosocial, et peut ne pas répugner à intervenir sur le tertiaire. Dans ce domaine-là, on a longtemps été dans l'interprétation plus ou moins subjective de nos actions, et aujourd'hui, grâce à des expérimentations très rigoureuses, et notamment l'appui des neurosciences, nous arrivons à prouver pourquoi dans telle situation, nous avons en général tel comportement. La psychodynamique, donc son concept central, ses concepts centraux sont ceux de souffrance. Le travail est d'abord souffrance, ça en a de plaisir. De système de défense collectif, de métier souvent pour faire face à cette souffrance. Les gens ne travaillent pas uniquement pour l'argent, c'est absolument faux. Toutes les preuves historiques sont là à l'appui. Nous travaillons pas seulement pour gagner de l'argent, nous travaillons aussi parce que nous avons envie de faire quelque chose de bien, quelque chose d'utile qui soit pas seulement utile pour moi, mais qui soit également utile pour les autres. Toute règle de travail construite collectivement est en même temps une règle de vivre ensemble. De telle sorte qu'il y a comme une ressource dans le travail de reconstituer ce que nous avons perdu, cette déstructuration effarante du monde du travail où chacun est seul avec la peur. Et la clinique de l'activité, fondée, on va dire, par Yves Clos, à partir de la tradition, de l'ergonomie de l'activité, de la psychopathologie française du travail, etc. Quand je ne peux plus dire à un collègue de travail, ça c'est pas du boulot, alors il n'y a pas de collectif, il y a une collection. D'ailleurs, dans les milieux professionnels d'aujourd'hui, il y a un véritable fléau du point de vue de la psychopathologie du travail, c'est lorsqu'on croit qu'on est en collectif, par exemple, lorsqu'on s'entend sur l'idée qu'on parle de tout, sauf du travail. Et voilà, la solution, c'est de restaurer les controverses professionnelles, ce qu'ils appellent soigner le travail, et pas le travailleur. Un collègue est filmé en classe sur quelque chose qui est très important dans le métier, une entrée de classe. Et donc après, il y a tout un travail entre collègues pour essayer de comprendre en fait l'ampleur et la complexité de cette activité. Globalement, ils sont calmes, en plus ils sont pas nombreux, la salle est grande en plus, je te laisse la vue, ils sont très clairsemés dans la salle. Je vais encore retarder le démarrage parce que ça m'agace de voir que la gamine, elle est toujours en train de farfouiller dans ses affaires. Analyser et déplier ces tâches-là, on parle véritablement du moyen de faire face, de faire face à notre métier. Alors l'ergonomie, en gros, il y a deux grands courants en ergonomie. Il y a ce qu'on appelle l'ergonomie francophone, qui s'appuie sur une analyse de l'activité effective en situation réelle de travail, alors qu'il y a une ergonomie d'inspiration anglo-saxonne qui va beaucoup plus travailler en laboratoire. Notre approche, c'est d'entrer par le travail, pas par la souffrance, mais par le travail. C'est-à-dire que pour nous, les risques psychosociaux, ce sont des gens qui essaient de faire bien leur travail et qui sont en difficulté pour faire bien leur travail compte tenu des ressources ou des contraintes qu'impose l'organisation. Au lieu que chacun soit déchiré à l'intérieur par des contradictions, qu'on puisse en débattre avec ses collègues et puis ensuite en débattre avec sa hiérarchie pour voir qu'est-ce qui empêche de faire bien son travail. Dans toute situation de production, il y a une partie qui a été anticipée, qui a été calculée, qui a permis de mettre en place des procédures, d'allouer des ressources. Il y a une autre partie de la situation qui est que dans tous les cas, ce qui se passe n'est pas uniquement ce qui a été prévu, il se passe beaucoup d'autres choses que ce qui a été prévu. Et donc la production ne sort que parce que les travailleurs prennent soin de cet écart. Et je crois qu'on peut interpréter à peu près toutes les difficultés qu'on rencontre dans les entreprises comme un problème dans la rencontre entre ces deux formes de connaissances, entre les connaissances d'anticipation et puis les connaissances de présence pour prendre soin de la réalité. Et puis la deuxième chose dont le salarié va se rendre compte, c'est que suivant la manière dont il fait son travail, ça a des effets pour des collègues, ça a des effets pour des clients. Donc sur une plateforme d'assurance, vous avez des appels très simples, quelqu'un qui a besoin d'une attestation d'assurance. Donc ça ne pose pas de problème de le faire en 3 minutes, ça ne pose pas de problème de le faire avec les mots codés. Mais sur une plateforme d'assurance, vous avez aussi des gens qui appellent parce que leur maison a brûlé,
ou une dame en larmes qui appelle parce que son mari vient de mourir, qu'elle ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne se traite pas en 3 minutes, et ça ne se traite pas avec des mots codés. Donc les conflits intrapsychiques, les troubles psychosociaux si vous voulez, c'est l'intériorisation de débats sociaux qui n'ont pas lieu. L'enjeu, c'est de remettre déjà du dialogue autour du travail dans les équipes. Ce qui suppose de travailler sur les managers, pas comme sur des courroies de transmission, mais comme sur des gens qui ont un pouvoir local d'ajuster les choses, quoi. Alors en sociologie, et je vais passer rapidement, il y a en gros 2 grands courants. Nous, comme on est encore meilleur que les autres, on fait des deux. On fait dans le constructivisme et dans l'objectivisme. Bon, c'est-à-dire en fait, les sociologues constructivistes vont beaucoup s'intéresser aux mots. Ce qui fait souffrance chez les policiers et ce qui fait souffrance chez les infirmières, ça n'a strictement rien à voir. D'où la limite des approches standards sur les questionnaires de Karasek, justement, on pourra en discuter, qui font comme si la même question avait le même sens dans des milieux professionnels qui n'ont pas grand-chose à voir. Voilà. Et la sociologie objectiviste, bon, elle va plus s'intéresser au contexte structurel qui génère les transformations du monde du travail. Et puis là, on a affaire, avec ce que nous propose Gilbert Le Tersac, à une autre sociologie qui n'hésite pas donc à travailler main dans la main avec des syndicalistes. La sociologie, je la situe, comme toutes les disciplines en sciences sociales, comme un triangle. Soit on produit de la connaissance, premier point de vue triangle, soit critique sociale, soit aide à la décision. J'ai envie de dire qu'on se loge tous les uns et les autres un peu là-dessus. 2010, 12, 2013, on voit arriver une explosion de souffrance au travail qui se traduit par des cadres dans un état de détresse et qui poussent la porte, y compris les locaux de la CGT, sur ces questions-là. Alors là, nous sommes dans le service public, dans les collectivités territoriales. Il y a vraiment un vrai débat de fond entre syndicalisme et aussi salariés d'un côté et de l'autre côté encadrement supérieur et direction. Il y a un vrai débat sur les orientations et de la légitimité de la décision. Ce qui nous a intéressé assez vite, c'est cette relation entre les 3D, on appelait ça une vision en 3D. D'abord, la dégradation du milieu professionnel, ressenti exprimé, qu'on a appelé des malaises, tout un tas de décisions qui sont maladroites, contraignantes, imposées, malveillantes. Donc on écoute, voilà, dans un premier temps, ce que faisaient les syndicalistes, qu'on a refait avec eux et qu'on a essayé de formaliser ensemble. C'est ce travail de communication et dans lequel qui est très apprenant parce que on a tout le contexte, il y a une mémoire organisationnelle, les gens ramènent des histoires non réglées, des traumatismes anciens, et c'est là qu'on va interroger l'organisation sur la manière dont les décisions sont prises, dont les décisions sont mises en œuvre, et on va faire une typologie de ce que Meyer appelait l'organisation détraquée, ce qu'on peut appeler les déviances et les déviations organisationnelles. On va essayer de regarder dans le processus de décision qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est blessant. Nous travaillons sur l'organisation blessante. Ça, c'est pas un problème individuel. Le processus qui est derrière, on cherche le processus social qui est derrière. C'est un processus d'alignement. On n'accepte pas aujourd'hui la discussion des ordres et la discussion sur les ordres de hiérarchie. On n'accepte pas. Ça n'existe pas. Troisième temps, l'action. C'est-à-dire, au fond, agir, c'est poser des règles, santé et organisation. Donc, ce travail de normalisation, de renormalisation consiste à inventer de nouvelles règles, mais déjà à dénoncer celles qui sont en place et les compromis qui sont en place. Et puis mettre en discussion un peu le rôle du syndicat dans les questions d'organisation. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas à faire une nouvelle figure du syndicalisme qui serait le syndicalisme d'organisation ? Il y a le monde syndical et des instances représentatives du personnel, comme les CHSCT notamment, et puis il y a le monde des employeurs et des managers. Et chacun de ces acteurs, a priori, a un point de vue, des intérêts, des conceptions, des enjeux du travail et de la santé au travail qui sont spontanément tout sauf consensuels. La grande nouveauté pour nous, ça a été de prendre les questions de souffrance au travail par la question de l'organisation du travail. Parce qu'à un moment donné, quand on réfléchit sur les questions d'organisation du travail, forcément, on met le nez sur l'organisation du travail syndical. Et alors là, je vous explique pas.
Au début du phénomène, les syndicats, c'était pas, ils disaient, c'est pas le problème c'est l'emploi, c'est les salaires, c'est la précarité. Bon, c'est vrai que tout ça favorise après des phénomènes de risques psychosociaux. Parmi nous, il y a des organisations syndicales, il y a qui se sentaient quand même désarmées, qui ont refusé ça, qui ont dit il faut aller voir le médecin du travail, il faut aller voir la psychologue, il faut aller voir telle association. Mais nous, on ne sait pas faire, nous, on est un syndicat. Appréhender les questions d'organisation du travail, ça va absolument pas de soi quand on est syndicaliste. La question qui se posait également, c'est jusqu'où on va pour pas rentrer dans la cogestion. Parce que cette question, elle se porte fortement. Les syndicats dits réformistes, dont fait partie la CFDT, veulent prendre une part de responsabilité, en tout cas prennent une part de responsabilité, s'engagent au travers de solutions négociées avec les organisations patronales ou les employeurs de les entreprises pour non pas co-gérer, parce qu'on n'en est pas à une cogestion à l'allemande, mais peut-être co-construire un certain nombre de pratiques. Le compromis fordien sur le salaire, l'emploi, la protection sociale, etc., s'effondre. Donc le mouvement syndical n'a pas d'autre issue pour se régénérer que de reprendre la main sur les questions du travail et du savoir des travailleurs sur leur travail. S'il y a une impulsion forte syndicale, si on met les moyens syndicalement, alors on peut constituer des collectifs qui ont une nouvelle approche et qui reprennent la main en fait sur leur profession, qui reprennent la main sur le travail, mais pas en partant d'un discours, en partant en fait de leur analyse, de leur expérience vécue. Nous, en tant que syndicalistes, on est tellement et au quotidien pris dans des choses parfois graves, avec des problèmes parfois douloureux à traiter, qu'on a du mal à s'extraire et à prendre un petit peu de recul. On n'arrive pas à avoir un appui de nos nationaux à Paris, qui sont trop éloignés des réalités du terrain, qui ont d'autres choses à gérer, ça nous en sommes conscients, mais de temps en temps, un coup de fil à la bonne personne et avec les bons arguments, ça nous aiderait beaucoup. Il y a encore un décalage, bien évidemment, entre les réflexions un peu théoriques, qui restent un petit peu théoriques, mais quand même qui trouvent dans certains endroits un début de concrétisation, et puis une grande majorité de situations qui sont encore du côté de la souffrance, du côté de l'impuissance. Et on est encore en phase d'apprentissage pour savoir comment on prend ce dossier-là dans les entreprises de façon, je dirais, collective. Être heureux au travail. Première partie, bonheur et objectif. Bonheur et rendement. Bonheur et bénéfice net de productivité. Je pense qu'on est allé peut-être trop loin dans la recherche d'efficacité à travers l'individualisation de la mesure de la performance et de la reconnaissance d'ailleurs. Et je crois qu'il va falloir qu'on retourne vers des modes plus collectifs. La première chose, à mon avis, c'est la formation. Encore. Ah oui, la formation de qui? Des managers toujours, des managers, des travailleurs même. Non, des managers. Il faut que quelque part, ils soient sensibilisés et préparés à commander, à conduire des hommes. Une formation un peu plus pointue, un peu plus basée sur l'homme et un peu moins sur des techniques peut-être. Mais avant tout, je pense que pour bien les appréhender, c'est la façon dont on réagit avec l'humain et c'est notre façon à nous de communiquer qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Je pense que dans une entreprise moderne, on ne communique jamais assez. Les cadres sont pris entre un flux descendant d'informations qu'il faut qu'ils fassent passer dans leur service et un flux remontant d'informations qui sont priés de ne pas faire remonter vers le haut. Et quand en mécanique comme ça, il y a deux forces l'une à côté de l'autre, ça s'appelle un cisaillement. Donc les cadres sont cisaillés par les contradictions entre ce qui descend et ce qui remonte. Les managers de proximité n'ont plus de marge d'autonomie pour intervenir. Absolument. Ils sont souvent les courroies de transmission, ils répondent à des ordres qu'ils comprennent d'ailleurs pas toujours et qui viennent de France ou de l'étranger. Les managers, eux, ils s'en prennent plein la tête aussi. Oui, Moi, oui. je sans croire qu'il y a sûr. ceux du bas. Et bien sûr. Quand il y a les objectifs, voilà, c'est ça. Eux, ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que la pression, elle redescend, parce qu'eux, ils en ont tellement aussi qu'ils peuvent pas faire autrement. Là aussi, de même qu'on peut dire qu'il y a un travail empêché tout en bas, il y a un management empêché. C'est-à-dire qu'on demande
aux managers de proximité de faire autre chose qu'un appui aux équipes en fait, parce qu'eux-mêmes sont absorbés dans des tâches de reporting. Martine, commencez un petit peu là, hein? Faites comme moi, prenez de la vitamine C le matin. Je sais pas, moi, faites 2 minutes de méditation dans les toilettes entre midi et 2. Allez voir. Stress, accident du travail, danger grave, pénibilité. Votre CHSCT enquête, agit, propose, mais la situation stagne. On a voulu alerter la direction en tant que CHSCT, donc les 3 membres et le RS, sur un mal-être. Donc nous on a mis ça dans la nomenclature des risques psychosociaux. Ça a été un petit peu difficile. La réunion a été difficile. Les membres des CHSCT, donc Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent contribuer, c'est le Code du travail qui le précise, contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés, ce qui passe notamment par des propositions, c'est une force de proposition CHSCT en matière de prévention des risques psychosociaux. Encore faut-il que les salariés aient bien pris conscience, qu'on les ait informés, qu'on est effectivement là pour prendre en charge leurs problèmes, pour les protéger, pour contribuer à améliorer les conditions de travail, et non pas notamment pour les fliquer, ce que peuvent penser certains. En matière de prévention des risques, il y a 3 acteurs majeurs. L'employeur, qui a une obligation de résultat, les institutions représentatives du personnel lorsqu'il y en a, et puis les salariés. Nous, on a eu des enquêtes de satisfaction qui ont été faites. Quand vous voyez les enquêtes, c'est bon, quoi, les résultats sont bons, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand ça ressort, moi je suis élue CE, quand ça ressort au CE, la direction nous dit, voyez, tout est bien. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, comment nos collègues, c'est anonyme ces enquêtes. Il y a beaucoup de peur dans mon entreprise, les salariés ont peur de témoigner et elles ont peur de parler de leur mal-être. Je dirais que le frein le plus redoutable, en définitive, c'est les salariés eux-mêmes. C'est les salariés eux-mêmes qui, en situation de souffrance, quand un service est en souffrance, sont souvent amoindris dans leur capacité de réaction collective. La tâche essentielle du CHSCT, c'est de détecter les risques. Et pour les détecter, le meilleur moyen, c'est de faire remonter les informations. Pour être à parité, pour négocier avec les représentants des employeurs, il fallait que les représentants des salariés disposent d'une formation universitaire. Donc l'Institut régional du travail est rattaché à Aix-Marseille Université, c'est une composante d'Aix-Marseille Université. Et donc on forme la totalité des représentants du personnel et des membres des CHSCT des entreprises de PACA. D'une logique du curatif, on est passé au préventif. C'est vraiment la logique de prévention est devenue une exigence légale. Souvent, ils arrivent en disant les salariés souffrent et moi je souffre au travail et donnez-nous un moyen de régler ça, d'accompagner les individus quand ils sont en souffrance, comment est-ce qu'on les prend en charge, qu'est-ce qu'on fait avec eux, etc. Bien sûr qu'on n'est pas docteur, bien sûr qu'on ne peut pas analyser nous-mêmes, mais on a quand même un rôle à jouer parce qu'on est très conscients tous, quand on est sur nos sites de travail, de l'impact d'un mauvais management, de l'impact d'un problème d'horaire qui ne se résout pas. À un moment, quand on voit que les choses faites ne sont pas suffisantes, que les RPS progressent d'année en année, quelle est la clé d'entrée d'une action juridique ? Ce qu'on leur dit, c'est le droit vous donne un certain nombre de ressources, ça peut permettre d'avancer sur un certain nombre de dossiers. En même temps, ce n'est pas ça qui règle les problèmes sur le terrain. En tant que membre du CHSCT, tu ne peux rien faire d'autre, puisque vous êtes là pour alerter, signaler, proposer, contribuer. Vous n'êtes pas décideur. Et ce qu'on leur apprend surtout, c'est à devenir un acteur vraiment dynamique, sachant que les CHSCT, nombre d'entre eux s'appuient sur des expertises qu'ils demandent parce que c'est un domaine dans lequel on n'a pas toujours les réponses que l'on recherche lorsqu'on est salarié de l'entreprise. Votre entreprise subit un projet qui a un impact sur la sécurité, la santé ou les conditions de travail de vos collègues. Le CHSCT doit donner un avis officiel à ce projet. Le CHSCT peut solliciter un expert agréé par le ministère du Travail. La prestation est à la charge de l'entreprise. L'expert enquête, réalise des entretiens, étudie les dossiers. J'interviens sur 2 types de demandes, des demandes d'entreprises qui veulent s'engager dans la maîtrise de ces risques
Et j'interviens aussi à la demande des CHSCT en tant qu'expert, je suis agréé depuis 1998, en cas de projet qui modifie les conditions de travail, où on est typiquement dans des possibilités de risques psychosociaux, notamment l'insécurité liée à la situation, ou en cas de risque grave, parce qu'ils connaissent des problèmes relationnels, des effets de surcharge de travail. Voilà. J'allais observer le travail qui avait été déterminé comme étant problématique par les élus, et puis je me suis retrouvée face à des salariés qui pleuraient. Donc impossible d'analyser le travail, parce que quand je venais les voir, elles n'arrivaient pas à travailler. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse autrement, et c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler sur des groupes de parole, ou des groupes, soit des entretiens individuels, soit des entretiens collectifs, pour arriver à comprendre ce qui se passait. Ça change tout, parce que le vecteur travail permet à ce moment-là de partager beaucoup de choses. Ça permet des descriptions de ce qui ne va pas, des outils, des moyens qui ne sont pas donnés, ou des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Comment vous vous situez-vous dans vos relations avec vos commanditaires? Est-ce qu'il s'agit pour vous de les accompagner dans la mise en œuvre de projets ou dans la contestation de projets de la direction, ou est-ce qu'il s'agit de transformer les pratiques de vos commanditaires? L'agrément nous oblige à proposer des pistes d'amélioration et pas des solutions toutes faites. L'idée, c'est du législateur, dans l'agrément CHSCT, c'est que l'expert remet son rapport ressources pour agir aux membres du CHSCT, et le CHSCT reprend la main. En tant qu'expert, on va produire un diagnostic assez solide possible. On ne va pas jouer sur la transformation avec les salariés parce que ce n'est pas le format de la mission, c'est réglementairement même pas possible. Par contre, dans des missions de conseil, on va pouvoir agir le plus possible avec les salariés dès la phase d'analyse pour les impliquer dans la réflexion sur leur travail. Paradoxalement, on a moins de mal à travailler les risques psychosociaux dans les entreprises industrielles qui ont un système de prévention déjà bien en place, qui savent qu'il faut aller voir les salariés, qui savent que les solutions toutes faites ne fonctionnent pas. Bon, donc quand on leur parle de prévention à construire, ils comprennent. Par contre, sur toutes les entreprises du tertiaire, par exemple, qui n'ont pas une histoire de la prévention derrière elles, les freins sont une culture de la prévention. Les freins sont beaucoup plus importants que dans le milieu industriel. Il faut vraiment travailler en amont, et c'est l'expérience, elle aide à ce qu'ils comprennent le type de résultat qui va sortir de ces analyses, et combien ça peut éventuellement questionner sur les modalités d'organisation ou le choix ou leur représentation du travail de ceux qui le font. Maintenant, quand on met l'accent ou l'éclairage sur un service où se pose un vrai problème de risques psychosociaux, matérialisés par une souffrance constatée par le fameux réseau social, médecins, assistantes sociales, RH et CHSCT, et qu'on fait intervenir un intervenant externe, les conclusions de l'intervenant externe ne sont pas toujours comprises et adoptées par l'employeur, dans la mesure où ça remet en cause sa stratégie, remet en cause une organisation. Il faut passer par la parole des salariés. Alors évidemment, ça leur fait très peur, parce que cette parole est diversifiée, parce que ça veut dire que donner de la marge de manœuvre à l'encadrement de proximité, ça veut dire ne pas forcément contrôler tout ce qui se passe en termes de prévention. Donc c'est pas des objectifs faciles pour les entreprises, et pourtant c'est vraiment la seule façon de faire et de bien faire sur les risques psychosociaux. Et je pense que l'État a encore un rôle de pilote, de stratège sur l'ensemble de problématiques et sur la santé au travail. Il mon pôle aussi bien du côté des fonctions de contrôle, mais aussi des fonctions d'appui et d'accompagnement, a une politique très structurée, qui a un document de cadrage d'ailleurs, qui est le plan régional de santé au travail, qui a été présenté aux partenaires sociaux, qui est accompagné avec des préventeurs institutionnels, CARSAT, Service de santé au travail, OPBTP, Acte Méditerranée, qui est l'ARACT régional. Voilà, on est dans un réseau de partenariats autour de la santé au travail,
en plus de la fonction de contrôle qu'exerce l'inspection du travail dans les entreprises pour faire en sorte que les salariés soient préservés sur leur santé au travail et que les employeurs mettent en place des plans de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail des salariés. On a mis en place des outils, on a des actions concrètes, on a mis en place un réseau de consultants sur les risques psychosociaux en PACA, on accompagne le monde des entreprises, les partenaires sociaux se sont emparés de cette question, il y a un accord interpro qui a été signé dans le Var, c'est de se dire à un moment donné, maintenant il faut qu'on aille un peu ce qui fait blocage, quoi, qui fait difficulté pour qu'on sorte vraiment de ces risques et qu'on arrive durablement à faire en sorte que dans les entreprises, on bascule sur des notions de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Je travaille pour l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. L'ANAC développe des méthodologies sur l'analyse des risques, l'analyse du travail, la concertation. Donc, les RPS, c'est pas si facile à objectiver que ça. C'est comment créer les conditions pour que les salariés des différents niveaux puissent s'engager dans le travail, y trouver sens, le maîtriser, être autonome dans son activité. La posture qu'on préconise, ou la démarche, c'est plutôt d'essayer de penser les formes d'organisation du travail. Et lorsqu'on met en place ces nouvelles formes d'organisation, lorsqu'on met en place un nouveau logiciel, un logiciel de gestion, lorsqu'on met en place une approche client, lorsqu'on met en place une démarche qualité ISO 28000, n'importe laquelle, si on inscrit dans ces projets techniques et organisationnels les questions d'autonomie, de cohésion, de professionnalisation, de cette manière-là, on va agir en amont de l'émergence des risques psychosociaux qui, du coup, n'apparaîtront pas ou apparaîtront beaucoup moins. Je pense qu'effectivement, on a un métier qui n'est pas toujours simple parce qu'effectivement, on est confronté à la plainte, y compris à des plaintes sans avoir les solutions. Donc ça aussi, c'est très difficile où les personnes viennent s'exprimer parce qu'elles n'ont pas forcément d'endroit où elles peuvent s'exprimer. C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'éléments à donner et sur lesquels on peut s'appuyer pour exiger de la part de l'employeur une façon particulière de faire. C'est une des difficultés que l'on a sur les risques psychosociaux. Et aujourd'hui, en termes de point d'appui sur la question des risques psychosociaux, on a la méthode qui est le texte générique, l'article L4121.1 et suivant du Code du travail, qui donne la trame, la méthodologie, je dirais, pour tous les risques. Et sur la spécificité du stress et des violences, on a ces accords nationaux interprofessionnels qui nous donnent un certain nombre d'éléments très importants qui aujourd'hui sont nos principaux points d'appui pour prescrire la question de l'évaluation des risques psychosociaux. Depuis les fameux arrêts amiantes, on a ce principe qui nous vient donc de la jurisprudence, qui est l'obligation de sécurité de résultat du chef d'entreprise et qui s'applique aussi à la question maintenant de la santé mentale. Donc ça, c'est une évolution aussi très importante qui vient renforcer, je dirais, l'arsenal ou l'argumentaire que l'on peut avoir en tant qu'inspecteur du travail pour rappeler à l'employeur notamment son obligation de moyens, mais son obligation de sécurité de résultat, qui provient de la jurisprudence. Je dirais que c'est un des points essentiels. Ça peut paraître pas très ambitieux, mais en même temps, de la part de l'inspecteur du travail, c'est un des points forts de son action. C'est de repérer quand ça va pas, repérer les manquements, et de traduire ces manquements par un écrit qui va rappeler les obligations, et qui est une façon de dire, si vous continuez à ne pas faire ou à mal faire, vous engagez votre responsabilité. La façon de procéder est quand même varie beaucoup en fonction des paramètres de l'entreprise. Est-ce qu'on a un chef d'entreprise qui va être à l'écoute? Est-ce qu'il est complètement dans le déni? Quelle est la qualité du dialogue social, la capacité des représentants à faire une partie du travail? Parce que je considère que sur la question notamment des risques psychosociaux, une grosse partie des moyens est entre les mains des représentants du personnel. On aime bien avoir des choses du médecin du travail, des courriers d'alerte, des fiches d'entreprise ou des bilans sur lesquels il est indiqué des éléments factuels. Ça, c'est des choses qui sont assez solides. Voilà, pour nous, comme d'ailleurs dans les actions de justice, c'est des choses vraiment importantes. Oui, de mon point de vue, je dirais que la situation s'est plutôt aggravée. En tout cas, la problématique s'est plutôt élargie. Donc c'est un gâchis aujourd'hui qui est supporté parce qu'il n'y a pas de prise en charge de ceux qui créent le préjudice, mais le préjudice pour la société, il est énorme, c'est plusieurs points du PIB, donc c'est des questions qu'on doit quand même se poser. Ne serait-ce qu'une application peut-être
plus forte des salariés dans l'action collective, peut-être, oui, hein, pour soutenir, hein, ne serait-ce que soutenir leurs représentants, les représentants qu'ils ont élus, pas les laisser seuls. Je pense à tous les acteurs en place, hein, qu'il s'agisse du côté des employeurs, du côté des CHSCT, des syndicats. On peut penser que les questions de santé mentale au travail aujourd'hui les incitent, sous peine de rester piégés dans les approches traditionnelles inefficaces, à bouger, à travailler leur identité, leur culture, leur conception même de leur rapport au travail et aux travailleurs, en faisant rentrer davantage que par le passé peut-être la parole du travail, l'expression des travailleurs, la démocratie dans le travail, ce qui est une question, on le sait, extrêmement délicate et compliquée, notamment dans notre pays, en France, parce que si c'était simple, depuis des décennies, on aurait peut-être davantage avancé.